Darren Aronofsky, c'est vraiment le réalisateur qui nous a traumatisés avec des films comme Requiem for a Dream. Il nous a fait aussi ressentir la douleur physique dans un film comme The Wrestler et aussi la paranoïa et la psychologie dans Black Swan. C'est vraiment un artisan du réel, du corps, de l'organique, du palpable. Pourtant, c'est ce même homme qui est en train de devenir le visage d'une révolution qui effraie en ce moment Hollywood. Aujourd'hui, Aronofsky ne filme plus seulement des acteurs, mais il collabore avec des algorithmes. En s'associant avec des géants de la tech pour représenter l'histoire américaine via l'intelligence artificielle, il a récemment déclenché une tempête médiatique. Et aujourd'hui, on va décortiquer ce projet, On This Day 1776. Il s'agit d'une série qui pourrait marquer soit un tournant dans l'histoire du cinéma, soit devenir le symbole de sa chute. Bienvenue dans l'étrange futur de Darren Aronofsky. Avant de plonger dans toute cette polémique, je pense qu'il est important de comprendre qui est Darren Aronofsky. Parce que c'est justement sa stature dans le cinéma qui rend ce projet aussi controversé. Darren Aronofsky est né à Brooklyn en 1969. Il étudie la cinématographie, mais aussi l'anthropologie sociale à Harvard et à l'American Film Institute. Et cette double formation, elle va être très importante pour sa carrière, puisqu'il va vraiment devenir le réalisateur qui filme pas seulement des histoires, mais qui va aller jusqu'à disséquer les comportements de ses personnages et comprendre les humains. Il a des thèmes de prédilection, les obsessions, les addictions, des spirales autodestructrices et vraiment humaines. En 2000, il va d'abord marquer les esprits avec un premier succès, Requiem for a Dream. Donc c'est un film qui parle des addictions et qui reste 25 ans plus tard un des longs métrages qui a été les plus éprouvants à réaliser et à visionner, en tout cas pour ma part. En 2008, ensuite, il revient avec un autre succès qui s'appelle The Wrestler et qui présente un catcheur qui est en fin de parcours et qui s'accroche à la seule chose qui lui reste. En 2010, un film que vous avez peut-être vu, Black Swan, va lui explorer la quête de la perfection d'une danseuse étoile qui la met jusqu'à la folie. Et c'est cette performance qui va permettre à Natalie Portman notamment de remporter l'Oscar de la meilleure actrice. En 2017, il revient avec un autre projet qui s'appelle Mother et qui vient lui diviser vraiment le public puisqu'il présente un mélange de huis clos très suffocant, très oppressant avec beaucoup d'allégories bibliques. Et enfin, son dernier grand succès en date, c'est le film The Whale en 2022 qui permet à Brendan Fraser de revenir d'une longue période d'absence au cinéma et d'obtenir l'Oscar du meilleur acteur. Donc au travers de cette filmographie, ce qu'on voit, c'est que le style d'Aronofsky, c'est vraiment un mélange très particulier entre une approche qui est vraiment très réaliste, très crue, on pourrait même presque dire documentaire à certains moments, et des éléments en même temps très symboliques, spirituels, même parfois un peu fantastiques. Et donc c'est un mélange qui surprend. Donc aujourd'hui, on parle d'un auteur qui est respecté, comme on l'a vu, qui est multiprimé, et qui a une réelle identité artistique profondément ancrée dans ce qu'on appelle le réel, l'univers, la matière, les corps. Et c'est justement cet homme, ce puriste du film organique, qui vient de faire le salto arrière le plus risqué de sa carrière. Il y a un aspect de Darren Aronofsky qu'on connaît moins, et c'est important d'en parler maintenant, c'est son goût pour l'expérimentation technologique. C'est un chaînon essentiel pour comprendre ce qui va suivre. En 2023, Aronofsky réalise un film qui s'appelle Postcard from Earth. C'est un documentaire immersif qui a été conçu pour un endroit très spécial, un lieu unique au monde, la sphère de Las Vegas. Si vous ne connaissez pas la sphère, je vais essayer de vous la décrire en quelques ordres de grandeur. C'est une salle de spectacle sphérique dotée d'un écran LED incurvé de 54 mm². C'est le plus grand écran haute résolution qui a jamais été construit. L'image dedans, elle est projetée à 270 degrés autour du spectateur, avec une résolution de 16 000 pixels par 16 000 pixels. Donc ça fait environ du 18K, là où les télévisions aujourd'hui, c'est en général du 4K. Côté son, on a 167 000 haut-parleurs dans toute la salle, qui offrent un son spatialisé, pareil, d'une précision qui n'avait jamais été atteinte auparavant.
Cette expérience, c'est pas juste du cinéma, c'est vraiment une attraction puisque Postcard from Earth a exploité toutes les capacités sensorielles de la sphère justement, des retours haptiques aussi qui sont intégrés dans les sièges des spectateurs, donc vous sentez physiquement les vibrations, tous les impacts et même il y avait de la diffusion d'odeurs qui était synchronisée encore une fois avec les scènes du film. Donc pour Aronofsky, on le voit bien à travers cet exemple, la technologie c'est pas un ennemi, c'est un outil qui peut amplifier l'immersion. C'est pas un ennemi du cinéma, c'est plutôt un outil pour repousser les limites de l'expérience narrative. Les critiques à l'époque saluent cette expérience et ils le reconnaissent comme un aperçu du futur du cinéma immersif. Aronofsky, il le qualifie d'artiste qui cherche à repousser les limites de la forme et c'est cette qualification qui rend son prochain projet plutôt logique. Pourtant, à l'époque, personne ne l'a vu venir. Prenons 5 minutes, je voudrais vous parler de la soupe primordiale. En biologie, c'est un mélange originel dont la vie aurait émergé, en tout cas selon certaines théories. Une sorte de bouillon de possibilités. Retenez bien cette métaphore, puisqu'on va y revenir. En 2025, 2 ans après la sphère, Darren Aronofsky fonde un nouveau studio de production qu'il appelle Primordial Soup, donc la soupe primordiale. Et le nom n'est pas anodin. L'objectif affiché de ce studio est très clair, c'est d'explorer les usages possibles et surtout les limites de l'intelligence artificielle pour la création audiovisuelle. Pas la remplacer, explorer. En tout cas, c'est le discours officiel du studio. On remarquera que c'est pas très loin de l'idée de ma chaîne YouTube. Passons. Le premier projet de ce studio, c'est un court-métrage qui s'appelle Ancestra, qui est sorti en juin 2025 et qui fait office de premier test de laboratoire créatif pour Aronofsky. Mais le vrai coup d'éclat, celui qui va tout faire basculer, c'est le projet suivant. Et pour celui-là, Primordial Soup, ils vont pas travailler seuls. Aronofsky, il va pas se tourner vers des studios de cinéma, mais vers la Silicon Valley. Le studio, il s'est associé à 2 poids lourds de la technologie mondiale. Le premier, c'est Google DeepMind. Si le nom vous est familier, c'est normal. Il s'agit de la filiale de Google qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et la recherche. Et c'est notamment eux qui sont à l'origine d'AlphaGo. Rappelez-vous, c'était une IA qui a permis en 2015, pour la première fois, de battre le champion humain au jeu de Go. Et c'est un jeu qui est considéré par beaucoup d'experts comme le dernier bastion de l'intuition humaine face à la machine. Le second partenaire auquel Aronofsky s'est associé, c'est Salesforce. Salesforce, c'est un géant mondial des plateformes de gestion qui propose des logiciels qui permettent de gérer la relation client. Et Salesforce a notamment racheté le logiciel de communication Slack. Slack, justement, va jouer un rôle concret dans le projet, comme on va le voir par la suite. Avec tous ses partenaires, Primordial Soup se lance donc dans une série. Son titre, On This Day 1776. On This Day, c'est une web-série composée d'épisodes courts, 3 à 4 minutes chacun, qui illustre les moments clés de la Révolution américaine. La déclaration d'indépendance, bien sûr, mais aussi les batailles décisives, les débats entre les pères fondateurs. Il y a énormément de choses qui se sont passées en très peu de temps aux États-Unis. Cette série, ses droits ont été achetés par le magazine Time qui les diffuse. Time, c'est un des titres de presse les plus emblématiques aux États-Unis. Vous avez sûrement déjà vu plusieurs de leurs couvertures. Et Time, justement, a fait un choix de diffusion assez surprenant. La série, elle est proposée exclusivement et surtout gratuitement sur sa chaîne YouTube tout au long de l'année 2026. Donc ce calendrier, il n'est pas fait au hasard. 2026, c'est le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Et chaque épisode sort à la date d'anniversaire de l'événement historique qu'il dépeint. Donc ça crée une sorte de synchronisation entre le passé et le présent. La Révolution américaine, c'est vraiment un sujet qui occupe une place centrale aux États-Unis, un peu comme la Révolution française en France. Elle a déjà inspiré des œuvres majeures, par exemple la mini-série pour la télévision John Adams, qui avait été diffusée sur HBO en 2008, qui avait remporté de nombreux Emmy Awards, mais également la comédie musicale Hamilton, par exemple, en 2015, qui est également un phénomène culturel mondial. Reconstituer ces drames historiques, c'est quelque chose qui se fait souvent en live action, avec des décors, avec des costumes, avec des figurants, des batailles. Ça a du succès, mais ça a aussi la réputation d'être un gouffre financier. Et c'est précisément sur ce point-là qu'Aronofsky et son équipe de Primordial Soup proposent une alternative.
Pour la série On This Day, les images n'ont pas été tournées par des caméras classiques, elles ont été générées par intelligence artificielle, puis ensuite retravaillées avec des outils de post-production traditionnels, comme on a pu le voir sur les analyses de courts-métrages de ma chaîne YouTube. Concrètement, il y a une équipe internationale qui était composée de scénaristes, de designers et de spécialistes de l'IA aussi, qui ont collaboré pour encadrer la génération de ces images. Et cette collaboration, elle s'est faite notamment avec l'outil Slack dont on parlait tout à l'heure, le fameux logiciel de communication. Ça a permis de coordonner le travail à l'échelle mondiale. Mais très important, les voix des personnages, elles, n'ont pas été générées par IA. Bien que ça soit possible avec des outils comme Eleven Labs par exemple, avec des résultats très probants, ici elles ont été interprétées par des acteurs et des acteurs syndiqués, c'est-à-dire membres de la Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists, pour le nom en entier. Donc en fait, c'est le syndicat des acteurs américains. Et ce choix, il est loin d'être anodin parce que cette série sort à peine 2 ans après les grèves historiques qu'Hollywood a connues en 2023, donc des grèves qui avaient été déclenchées en grande partie par les craintes de ces professionnels liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'industrie du divertissement en général. Donc faire appel à des acteurs syndiqués pour un projet par ailleurs qui est massivement assisté par l'intelligence artificielle, c'est des stratégies assez surprenantes. Certains la voient comme un bouclier de défense contre les critiques, d'autres plus comme un équilibre assez calculé entre technologie et artisanat. Par exemple, le président de la distribution de Time Studio a décrit le projet en ces termes, je traduis, c'est un aperçu de ce à quoi peut ressembler une utilisation réfléchie, créative et dirigée par des artistes de l'intelligence artificielle. Ça ne remplace pas l'artisanat, mais ça élargit ce qui est possible et ça permet aux conteurs d'aller là où ils ne pouvaient tout simplement pas aller auparavant. Aronofsky aussi a trouvé une formule pour défendre sa démarche, une formule d'ailleurs qui fait écho au nom du studio dont on parlait tout à l'heure. Il dit, pareil je traduis, je crée du bouillon, pas de la bouillie. En anglais ça fait soup, not slope. Donc en termes de je produis un travail pensé, maîtrisé, avec une direction artistique et de l'artisanat, et non pas un produit générique qui a été vomi par un algorithme sans aucune réflexion humaine. Mais ce discours d'Aronofsky, aussi soigné soit-il, n'a pas convaincu tout le monde, loin de là. Les critiques se sont déchaînées, et elles portent sur 2 fronts. D'abord sur la forme. Les images générées par IA, on l'a déjà vu sur la chaîne, malgré tout le travail de post-production qu'il peut y avoir, elles présentent encore aujourd'hui des imperfections qui sautent aux yeux. Ça peut être des visages légèrement déformés, ça peut être des textures incohérentes, des costumes qui n'ont pas de sens, des mouvements aussi qui ne ressemblent pas du tout à la physique naturelle. Et ce phénomène, on l'a souvent décrit comme relevant de l'Uncanny Valley, ou la vallée de l'étrange. Donc c'est un vrai phénomène psychologique qui crée un malaise chez les spectateurs quand justement une technologie s'approche trop de l'être humain, veut trop l'imiter. En tout cas, ici, en regardant cette série, on sent que quelque chose ne va pas, mais on ne peut pas vraiment dire quoi. Parfois c'est très clair, parfois ça l'est moins, mais dans tous les cas, on n'est pas très à l'aise en tant que spectateur. Il y a également des attaques qui sont faites sur le fond et qui sont très virulentes. Par exemple, il y a le producteur de la série Daredevil Born Again. Cette personne qualifie vraiment ce projet de trahison totale du cinéma. Il y a des attaques aussi plus directes qui ont été faites, notamment le site français Écran Large, qui a été très tranchant et qui s'en est pris directement à Aronofsky en disant, je cite, « Il adoube une bouillie numérique malaisante, c'est le coup de grâce pour les défenseurs de l'artisanat. On l'attendait vraiment pas là, lui qui a toujours prôné une mise en scène organique et viscérale. » C'est peut-être ça d'ailleurs le cœur du problème, c'est pas seulement qu'il s'agit d'un projet qui utilise l'IA, puisqu'en fait elle est déjà utilisée de manière minime sur d'autres projets. Là, ce qui pose vraiment problème, c'est qu'il s'agit d'un projet porté par Darren Aronofsky. C'est, comme je l'ai dit, un cinéaste dont toute la filmographie vante et met en avant et est un peu un hymne du geste humain et de la souffrance incarnée, de l'imperfection du réel, du réalisme des corps. Et donc quand un réalisateur comme lui se tourne vers l'IA pour générer des images, même pour générer toute une série, pour beaucoup,
C'est pas seulement une expérimentation, mais c'est même une rupture. C'est un peu comme si le message était: «Bon, bah, même si lui le fait, la bataille est perdue». Ça aurait été James Cameron, ça aurait peut-être pas été les mêmes réactions. Pour clôturer cette vidéo, j'aimerais aborder un autre sujet que je pense on peut mettre en parallèle, au-delà de la question artistique, c'est la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour représenter l'histoire. Ça a déjà été fait pour de la restauration, par exemple, d'images, de venir améliorer la netteté, et cetera. Et là, on parle vraiment de générer des images avec des algorithmes pour représenter des faits historiques. À première vue, il y a des arguments qui peuvent sembler séduisants. C'est vrai qu'un modèle, il va être entraîné sur tout un tas de documents historiques qui sont authentiques, des vrais. Dans le cas de l'indépendance américaine, ça peut être des gravures, des lettres de correspondance authentiques, des descriptions d'époque. Et ces éléments, une fois combinés par l'IA, ils pourraient en théorie produire une reconstitution qui serait en fait aussi fidèle, voire plus, qu'une équipe d'acteurs qu'on aurait formés, qu'on aurait fait porter des costumes sur un plateau. À travers l'IA, il n'y aurait pas de biais ni de parti pris humain, aussi de scénaristes ou de chefs décorateurs qui décident un petit peu de romancer l'histoire. En réalité, ces arguments ne tiennent pas trop la route et c'est bien plus compliqué que ça. En fait, le modèle d'IA, il comprend pas l'histoire. Il produit des images selon des statistiques, il va chercher à optimiser la probabilité que le résultat convienne à l'utilisateur en se basant sur des données d'entraînement. Et ces données, elles contiennent des biais. Soit elles vont contenir des représentations qui sont romancées, elles vont retranscrire des mythes, tous ces défauts, tous ces biais, toutes ces omissions. L'IA va les reproduire sans le savoir, voire même les amplifier, et ça sans aucun recul critique. Et ce point-là, c'est pas un risque théorique. On a déjà eu des exemples concrets très récents. Par exemple, il y a le mémorial d'Auschwitz qui a dû récemment publier sur ses réseaux officiels, sur ses réseaux sociaux, des communiqués pour dénoncer de fausses photographies qui circulent en ce moment en masse, qui sont générées exclusivement par intelligence artificielle et qui représentent les camps de concentration d'une manière loin de la réalité, qui vient brouiller la piste en fait entre les faits et la création. Des images qui n'ont jamais existé et qui circulent avec l'apparence du réel. Quand on touche à l'histoire et aux faits historiques, la frontière entre reconstitution et fabrication, elle est dangereuse et elle est mince. Et cette question que pose notamment On This Day, elle dépasse largement le cadre de la série YouTube. Elle interroge vraiment notre rapport à la réalité et à la vérité visuelle à l'ère de l'intelligence artificielle. On This Day, c'est probablement pas la catastrophe annoncée par ses détracteurs, mais c'est probablement pas non plus la révolution qui a été promise par ses créateurs. C'est en tout cas un marqueur. C'est un moment historique où un cinéaste reconnu, qui est soutenu par des géants technologiques, réussit à proposer au grand public une œuvre audiovisuelle générée par IA. C'est pas simplement une expérimentation ou une curiosité technique, c'est vraiment présenté comme un contenu légitime diffusé par un grand magazine. Que vous trouviez ça fascinant ou inquiétant, il y a une chose qui est certaine, c'est que ce n'est que le début de ce genre de projet. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, Aronofsky, il ouvre une voie? Est-ce qu'il franchit une ligne? Et si vous voulez qu'on continue à analyser ce genre d'actualité, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous retrouve très promptement.